Moi, je vais vous traiter la question des légumineuses dans la PAC. Alors, j'ai prévu ça en deux parties. Une première partie, depuis la création de la PAC, donc 62, puisque c'est en 62 que les premières organisations communes de marché ont été mises en place, jusqu'à 2013. Et en deuxième partie, j'aborderai les questions de la PAC 2014-2020, donc la PAC actuelle, la programmation actuelle et sa déclinaison en France. Alors, dans ce cadre-là, il y a deux contraintes anciennes et qui durent, qui perdurent. Le budget, la contrainte budgétaire, mais ça, c'est vrai pour tout. Et il y a les accords commerciaux internationaux, que ce soit des accords bilatéraux ou les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Et il y a deux atouts qui sont plus récents pour les légumineuses, ils sont clairs, environnement et climat, bien sûr, et puis tout ce qui est santé, nutrition. Alors, je commence donc par la mise en place de la PAC et le Dillon Round, enfin c'était le cycle de négociation du GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade, parce qu'il faut savoir que l'Organisation mondiale du commerce a été créée en 1994, l'accord de Marrakech, elle est entrée en application en 1995, et qu'avant c'était le GATT, parce que les Américains avaient refusé l'Organisation mondiale du commerce lors des accords de Bretton Woods, où il y a création du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et bon, comme les Américains, le Congrès américain n'avait pas accepté, ben, ça c'est pas fait. Alors, la création de la PAC, c'est vraiment l'élément majeur, c'est les accords du 14 janvier 1962, donc les textes concernant les organisations communes de marché, et notamment les céréales, qui ont été importantes. Alors, avec des prix élevés, c'était un compromis, les Allemands voulaient des prix élevés. Bon, la France avait des prix plus bas, mais les céréaliers qui étaient très présents dans ces négociations trouvaient que c'était pas mal d'avoir des prix plus élevés. Alors avec un système qui était à l'époque extrêmement protecteur, puisqu'on avait des prélèvements à l'importation, c'est ce qu'on appelait la préférence communautaire, et on avait également des restitutions à l'exportation. Mais immédiatement après, dans la même année, le 16 juillet 1962, le Dillon Round donc, a donné naissance à un accord qui a permis l'entrée dans la communauté économique européenne sans prélèvement ni droit de douane des oléagineux et de leurs sous-produits, en particulier les tourteaux de soja. Conséquence pour la France, effondrement des surfaces cultivées en légumineuses, fourragères essentiellement, parce que les légumineuses, j'allais dire, pour l'alimentation humaine, il n'était pas très développé. Il y en a peut-être un peu, mais bon, là, on n'a pas vraiment de statistiques. Alors, malgré une organisation commune de marché qui pouvait être intéressante, spécifique pour les oléagineux et protéagineux, et qui comportait des paiements compensatoires un petit peu selon le système américain. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça s'en rapprochait beaucoup. Alors, ben là, j'ai repris, donc, vous voyez, les évolutions. Alors, on a la luzerne, évidemment, en vert, le trèfle violaire. Alors, ça a été vraiment l'effondrement. Bon, je passe assez vite là-dessus. Alors, l'évolution depuis cette période jusqu'en 2013, alors, j'ai appelé ça l'évolution erratique. Au début, j'avais mis des dents de scie, mais ce n'est pas exactement ça. Alors, il y a eu un premier événement majeur en 1913, c'est l'embargo américain sur le soja. Alors, c'est dans le cadre de la guerre froide avec les Russes. Mais du jour au lendemain, les Européens qui importaient énormément de soja, à l'époque essentiellement des États-Unis, se sont retrouvés dans une situation difficile. Les prix ont été multipliés par 3. Enfin, c'était une vraie catastrophe. Alors, il y a eu une réaction quand même de la communauté économique européenne avec un plan protéines qui a permis le développement notamment du pois protéagineux. Vous verrez la diapositive suivante. En 1988, toujours les problèmes budgétaires, mise en place de stabilisateurs budgétaires, avec des quantités maximales garanties, les protéagineux n'étaient pas tellement concernés, puisqu'on était en dessous, mais il y a quand même eu un ralentissement de la progression de la production. Alors la grande réforme de la PAC, la première grande réforme, c'est 92, avec baisse des prix compensée par des aides directes. Et là, je tiens à mettre en avant que l'année 1992 a également vu quelque chose qui me paraît pour moi très important. Et c'est vrai que j'ai travaillé moi, dans des régions comme la Franche-Comté, où on sait l'importance des appellations d'origine protégée, dans le vin aussi. Et c'est à cette époque-là, c'est d'ailleurs un 14 juillet 92, que
il y a une reconnaissance communautaire des indications géographiques, donc les appellations d'origine protégée et les indications géographiques protégées. Alors en 2000, le fameux agenda 2000, poursuite de la réforme 92, bon, on a à nouveau baissé les prix avec des compensations moins élevées d'ailleurs pour l'ensemble, mais plus élevées un petit peu pour les protéagineux, il y a un petit coup de pouce. Bon. 2003, deuxième grande réforme, découplage des aides directes, hein, mais on maintient d'un petit complément couplé pour les protéagineux qui a été intégré en 2012 dans les fameux DPU. En 2008, bilan de santé de la PAC, c'est un peu ça, un terme curieux, mais enfin bon, comme si elle était malade, extension du découplage, donc, et programme français pour la protection de protéagineux qui a été mis en place progressivement en 2010. Voilà, alors, voilà les céréales à graines, bon, les légumineuses à graines. On a bien sûr le pois protéagineux, mais qui a connu donc une évolution un peu là, très erratique. Alors là, ce n'est pas uniquement la politique hein, qui a joué, hein. Je crois qu'il y a eu des problèmes sanitaires, notamment avec un champignon, la Phanomyces, qui a compromis la culture du pois protéagineux. Le soja, alors bon, ça évolue un petit peu. Févrole est faible, bon, mais voilà. Donc une évolution qui n'est pas très nette et on ne peut pas dire qu'il y a une politique très suivie dans ce domaine. Elle a plutôt subi les évolutions de la politique agricole. Alors, maintenant, on en est où la PAC donc, de 2014, donc décidée en 2013, alors, avec son premier pilier, l'élément majeur, c'est le verdissement, hein, les 30% pour les paiements verts. Et puis, il y a aussi une possibilité encore d'être couplé pour la production de protéines végétales. Il y a quelques aides couplées. Et il y a le deuxième pilier, donc avec les mesures dites agro-environnementales et climatiques, maintenant on a ajouté climatique. On a le soutien à l'agriculture biologique, et je reviendrai, ça me paraît un point important. Et puis, les programmes régionaux de développement rural, vous savez que maintenant, ce sont les régions qui ont la responsabilité de la gestion de ces programmes de développement rural. Donc, c'est la première fois qu'elles en ont la responsabilité entière. Donc, c'est l'Occitanie chez vous. Je préfère ce terme-là plutôt que dire Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, c'est très compliqué. Occitanie, on comprend tout de suite. Les légumineuses et le versement de la PAC. Alors, le paiement vert, donc les 30%, est soumis à 3 conditions. Alors, la diversité des assolements. D'ailleurs, bon, je serais un peu critique. Oui, diversité des assolements, mais ça, c'est dans l'espace. Mais dans le temps, il faudra avoir les rotations culturelles. Bon, il n'y a pas le terme rotation, ce qui est un peu curieux, mais peut-être que ça sera amélioré par la suite. Et le point important, c'est la présence de surfaces d'intérêt écologique, les SIE, d'au moins 5%, ça va passer à 7%. Alors, il y a un coefficient correcteur là pour les cultures fixatrices d'azote et puis le maintien des prairies permanentes. Alors, je vais dire quelques mots non, je reviens dessus, sur ces fameuses plantes fixatrices d'azote, c'est-à-dire essentiellement les légumineuses. Parce que au début, la Commission européenne ne prenait pas en compte cette dimension-là. Et moi, je me souviens que j'avais écrit dans le cadre du CGAER, là, le Conseil général de l'agriculture, l'alimentation et des espaces ruraux, en 2012, je prenais ma retraite, j'avais fait un petit article, légumineuses et verdissement de la PAC, complètement oublié. Il n'en était pas question. Et j'avais eu l'occasion d'en discuter, c'était quand même étonnant, puisque c'était l'environnement et le climat, les légumineuses devaient être en première ligne. Et j'avais eu l'occasion. Alors, il y avait un tas d'autres choses. Il y avait les haies, les mares, c'est très bien tout ça. Mais les légumineuses étaient absentes. J'avais l'occasion d'en discuter avec un représentant de la commission. Alors, il me disait oui, mais vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce, on va avoir des problèmes. Je dis non, c'est des cultures. C'est pas telle culture, c'est l'ensemble des cultures légumineuses. C'est pas, il n'y a pas de problème avec l'OMC. Puis le temps a passé. Et on a découvert que finalement, dans le règlement final, vous voyez qu'il y a quand même des discussions, ces légumineuses étaient prises en compte. Et quand on fait le bilan des mesures, parce qu'il y a toute une série de mesures qui sont éligibles à ces fameuses surfaces d'intérêt écologique, on constate que
27 pays sur 28, alors maintenant je ne sais pas lequel, je ne sais pas lequel n'en avait pas pris en compte, c'était la mesure la plus retenue par les États membres. Alors maintenant on va être bientôt plus de 27. J'avais posé la question lors d'une séance, c'est bientôt fini? Oui, mais j'ai presque au bout. D'une séance de la sphère, l'Association française d'économie rurale, il y a des séminaires de politique rurale à Michel Dantin, qui est un député au Parlement européen. J'ai dit, mais bon, comment on est quand même arrivé? Il m'a dit oui, parce que nous, Français, lui, donc du PPE, donc plutôt le parti les Républicains, on dirait maintenant, mais du côté européen, et le ministre Le Foll s'étaient mis d'accord, bon, ça peut arriver, hein, que nos politiques, même de bords différents, travaillent ensemble pour faire passer cette mesure. C'est assez intéressant. Alors, il y a les aides du premier pilier couplé, donc, alors ce n'est pas des sommes énormes, mais ça peut quand même être utile. Donc là, dans ce programme, il y a 49 millions d'euros, donc 35 millions pour la production de protéagineux, 6 millions pour la production de soja, ce n'est pas considérable hein, par rapport au reste, et 8 millions pour la production de légumineuses fourragères. Alors, dans le deuxième pilier, il y a quand même les mesures agro-environnementales et climatiques, hein, donc avec une obligation de tendre lumineuse, hein, les contraintes de rotation, donc je ne reviens pas trop là-dessus, la gestion économe à l'intrant. Il y a les soutiens à l'agriculture biologique, moi je reviendrai là-dessus en terminant, c'est très important. Et puis les programmes régionaux de développement rural qui permettent quand même d'un certain nombre de choses, de l'adaptation des mesures aux contextes locaux, des appuis techniques, des soutiens à l'organisation économique, hein. On peut faire un certain nombre de choses, je crois qu'il faut en profiter. Alors, c'est vrai que ces programmes ont été approuvés avant le regroupement des régions, mais enfin, il y a des possibilités d'adaptation. Alors, situation actuelle et perspective. Bon, on est quand même très étonné. La faiblesse des légumineuses dans la production agricole actuelle. J'ai regardé ce que nous disait la FAO. Moins de 3 pour 1000 en 2012, hein, de la production agricole actuelle. C'est vraiment epsilon. Hein. En France, moins de 2% en 2012 également, de surface. Là, on n'est pas en production, en surface. Alors, les perspectives, il y a quand même les besoins accrus de légumineuses pour les années à venir dans le monde. Bon, on voit que le soja, la demande de soja en Chine va exploser, va se développer considérablement. En Europe, on est très déficitaire. Il y a les perspectives offertes par le développement du bio. Je rappellerai que le développement du bio, j'ai noté ça, c'est 7%, maintenant ça représente 7% de la production alimentaire. Ça ne devient pas, c'est plus seulement une niche, c'est une grosse niche. Hein, et augmentation de 15% en 2015. Donc c'est très intéressant puisque on ne peut pas mettre de soja transgénique. Hein. La nécessité de réduire l'émission de gaz à effet de serre, et puis les atouts santé, les atouts nutritionnels. Je crois que d'autres les développeront plus que moi. Alors, moi, si j'avais un conseil, je dis privilégier la qualité en s'appuyant sur les AOP. Bon, je prends l'exemple de la lentille Dupuis, hein, les marques collectives, la marque Bleu Blanc Cœur qui est intéressante pour les productions animales. On sait qu'avec l'utilisation d'un certain nombre de... Alors il y a le lin, mais il y a les graines de lin, mais il n'y a pas que les graines de lin, ça c'est pas de légumineuse, mais l'alimentation des animaux avec un certain nombre avec de la luzerne, du sainfoin et autres, augmente le pourcentage d'oméga 3 dans les production animale. J'ai vu récemment, je ne sais pas certains d'entre vous, l'émission des racines et des ailes, où on voit par exemple sur l'Auvergne, la lentille blonde de Saint-Flour, un agriculteur a retrouvé ça et c'est en train de se redévelopper. Il y a donc des renaissances possibles. Et si j'avais alors un conseil à donner, c'est de lire le livre de référence Les légumineuses pour les systèmes agricoles et alimentaires durables, hein, coordonné par Anne Schneider et Christophe Hugues. Il y a d'ailleurs un certain nombre de personnes qui ont participé à ce travail que je voudrais signaler. Alors, dans les points pour terminer,
je voudrais aussi signaler que nous aurons à l'Académie d'agriculture le 10 novembre une séance consacrée aux travaux recherche prospective sur les légumineuses. Alors, avec une seule présentation, je crois que la personne est là, je l'ai vu tout à l'heure, sur la dimension économique. Et si j'avais aussi la souhait à faire auprès des universitaires, des chercheurs, c'est quand même que ce sujet-là soit mieux pris en compte, parce qu'on a retrouvé une seule thèse en préparation sur les quarantaines qui vont être présentées. Ça me paraît faible pour tout ce qui est économie. L'économie, comme disait Bill Clinton, c'est ça l'essentiel. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bourget, pour votre présentation très claire, très instructive. Je suis moi-même économiste. Savez-vous pourquoi les légumes secs ne rentrent pas dans les aides de la PAC? Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien sur les légumes secs. Oui, ben je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est là aussi. Là j'ai pas de réponse. Et moi, je pensais même d'ailleurs que, comme on a eu des initiatives à un moment donné, par exemple le lait dans les écoles, on a eu après un fruit à la récré, et pourquoi pas des légumineuses dans la cantine? Ça serait pas... Non, mais alors là, non, c'est vrai que, pour être clair, la PAC a ignoré les légumineuses pour un certain nombre de raisons que j'ai un petit peu évoquées, j'ai sans doute pas tout évoqué, hein, mais c'est vrai que là, il y a sans doute une lacune qu'il faudra peut-être essayer de combler. Alors, c'est vrai que le système actuel est quand même très contraint, avec les aides couplées sont des aides un petit peu exceptionnelles, puisque le principe de base, c'est le découplage. Hein. Il y a un certain nombre d'aides couplées pour la viande bovine, il y en a un petit peu, il y en a quelques-unes pour les légumineuses fourragères. Alors c'est vrai qu'on a surtout pensé aux légumineuses fourragères ou à graines, mais enfin c'est le poids protéagineux, c'est pour les animaux. Hein. Donc, mais là vous posez une bonne question qui mériterait d'être prise en compte. Alors je ne sais pas si dans les programmes régionaux il n'y a pas une possibilité aussi de jouer. Bon alors. Les programmes régionaux, c'est plutôt pour, c'est pas pour des aides directes, c'est pour aider à des actions nouvelles. Hein, c'est beaucoup plus dans cet esprit-là. Mais moi, je trouve que vous posez une bonne question. Bonjour et merci pour votre intervention. Je suis Catherine Milou, journaliste pour la revue Cultivar. Vous avez montré en fait justement, enfin, je crois que c'était votre titre, une situation un petit peu erratique de la PAC vis-à-vis des légumineuses. Donc on voit quand même qu'il y a une influence assez nette des politiques sur l'évolution des surfaces. À côté de ça, il y a des filières qui essayent de construire des choses, mais qui ne peuvent pas non plus, je pense, construire quelque chose de solide et durable par rapport à des politiques un petit peu en dents de scie. Est-ce que la solution n'est pas justement à chercher à l'extérieur des mesures politiques pour arriver à construire justement des systèmes un petit peu durables? Et à ce moment-là, la question est comment y parvenir? Parce que là, on voit qu'il y a un développement des légumineuses qui est appuyé par les politiques, mais pendant combien de temps en fait? Oui, alors là, vous abordez un vrai sujet, parce que la politique ne peut pas tout. Hein. La politique peut aider à démarrer, elle fixe un cadre, et ben là, c'est un sujet qui sera sans doute, qui sera abordé lors d'une séance que nous aurons à l'Académie d'agriculture, que j'organise avec Christian Huyghe le 22 février, et il y aura une intervention de l'équipe de Toulouse hein, qui a travaillé sur cette notion de verrouillage technologique qui montre qu'effectivement, s'il n'y a pas derrière tout l'appareil d'abord de recherche, d'appui technique, et puis à l'aval, toute la transformation, le marché, c'est ça, c'est un système global qui doit se construire. Et là, ce n'est pas la politique elle-même, c'est la volonté de gens qui ont vu qu'ils avaient des marchés possibles qui le feront, c'est évident. Hein. La politique peut aider pendant une certaine période. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que deviendront les aides directes dans quelques années. Hein. Ce que je pense quand même, c'est que cette idée du verdissement va prendre de l'ampleur. Il n'y aura pas pendant très longtemps des aides sans contrepartie.
Ça, c'est à peu près évident. Alors, soit une partie de ces aides sera transformée en dispositif, disons, pour atténuer les fluctuations. On sait très bien qu'actuellement, un des gros problèmes, c'est les variations de prix qui sont considérables d'une année à l'autre. Ça, on pourrait avoir un système de genre-là qui est très compliqué à mettre en place parce qu'on n'a pas du tout la souplesse des Américains. Et une autre partie sera sur, j'allais dire, les services écologiques rendus par certaines cultures, par certaines pratiques agricoles. Mais reste pas moins qu'il faut bâtir un système. Je crois qu'il y a eu un travail très intéressant dans cet ouvrage que je citais là. Et là, il y a une doctorante qui interviendra sur l'importance justement de ce fameux déverrouillage et qui fait la différence entre ce qui s'est passé pour le soja et puis d'autres productions, j'allais dire, de légumineuses, notamment des légumineuses comestibles, et ce qui s'est passé avec le colza, qui a bénéficié à une certaine époque de la possibilité de l'utiliser comme biocarburant, quoi. Donc, voilà. Et ça a donné un élan à une certaine époque à cette culture et à tout ce qui l'accompagne. C'est tout un système à bâtir, mais je pense que vous êtes, vous, là, dans cette région occitane, les mieux placés pour donner cette perspective. Et je crois qu'il y a une coopérative qui fait un travail important, qu'on verra sans doute demain. Moi, je ne suis pas un spécialiste de cette partie-là, je connais plus les questions de l'élevage, mais c'est indéniable qu'il faut bâtir quelque chose. Et l'appui politique, il viendra peut-être plus du niveau régional que du niveau européen. Parce qu'au niveau européen, bon, il y a des intérêts divergents. Moi, je sais qu'à un moment donné, pour mettre les légumineuses dans les surfaces d'intérêt écologique, les blocages venant de l'OMC, c'était pas vraiment l'OMC, c'était un certain nombre de pays, notamment les Néerlandais, qui disaient ben, nous, on préfère avoir tous les produits qu'on importe, ça nous fait du commerce. On ne va quand même pas développer ça chez nous, on ne va pas encourager ça. Donc, il y avait d'autres intérêts. Les Néerlandais n'étaient pas du tout favorables et ils ont toujours un rôle important. Je suis obligé de faire le méchant, je suis désolé. Oui. Vous pouvez me regarder sur votre droite, il va falloir qu'on passe à la présentation suivante. Alors, je suis confus s'il y a des frustrés pour les questions, mais à midi, vous aurez un buffet, vous aurez tout le temps d'échanger entre vous. C'est l'objectif du buffet. Merci, M. Bourget. Je passe la parole à...